Il est 8h37 sur BFM TV et RMC. Bonjour Patrick Pelloux. Bonjour. Président de l'Association des médecins urgentistes de France. Les urgences, justement, vous dites qu'il y a péril en la demeure et on va y revenir. On parlera aussi des accidents de la route. Mais d'abord, cette canicule qui s'abat en ce moment sur l'Europe. La France n'est pas épargnée. Est-ce que ça vous inquiète, cette vague de chaleur? Ah oui, c'est inquiétant parce que si vous voulez, les températures qu'il y a, et c'est décrit par les climatologues, les météorologues, battent des records dans le sud de l'Europe, en Afrique du Nord, un petit peu partout sur la planète, ce qui signe vraiment le réchauffement climatique et ce qu'on a déjà connu. Les canicules se sont rapprochées, il y en avait un petit peu, puis là en fait on est sur une courbe exponentielle, elle monte de plus en plus. On a fait une revue bibliographique depuis 2003, en fait tous les pays ont été concernés, tous les pays ont fait des publications scientifiques sur les conséquences des canicules qui tuent. L'année dernière, il y a eu 60 000 morts en Europe. Là, ça va être aussi tueur. Alors, c'est vrai qu'il y a une partie... Ce sont des décès qui auraient pu être évités, 60 000 morts en Europe? Ah, c'est très compliqué, cette question, en fait. Je pense que les mesures de prévention ont diminué le nombre de morts, mais il y en aura toujours parce qu'à chaque fois, ça touche la grande pauvreté, les sportifs et ceux qui font des efforts. C'est le cas en Italie, hélas, de ce qui s'est produit ces derniers jours. Et ensuite... évidemment, les personnes qu'on dit les plus vulnérables, c'est-à-dire les pathologies chroniques, les personnes âgées, et c'est à chaque fois le même schéma. En fait. Et vous dites qu'il y a deux types de canicules. Il y a celles qui arrivent lentement, puis celles qu'on voit venir. Ouais. Quelle est la différence? Parce que dans les deux cas, on a chaud. En fait, votre corps va s'habituer quand la température monte doucement. Le corps s'habitue, il va... voilà, vous allez vous habituer, vous allez prendre vos habitudes, vous allez aérer, vous allez bien... boire, bon. C'est les variations extrêmes qui voilà. sont plus dangereuses pour le corps. Et en fait, quand elle arrive brutalement et qu'elle dure très rapidement, et ben là, ça tue de manière beaucoup plus importante. On peut s'adapter à une canicule qui arrive lentement, même si elle nous amène à avoir des 40, 41, 42 degrés. Oui, parce que votre corps est formidable pour tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous adapter, vous allez avoir des hormones qui vont se sécréter, qui vont vous dire attention on a soif, attention on a chaud. Et voilà, il y a tout ça. Bon, on saura s'adapter. On saura s'adapter. Mais quand la variation est très importante ou que votre corps ne baisse pas en température, et c'est là la définition de la canicule, c'est-à-dire qu'en fait vous avez une variation très faible entre la température de la journée et de la nuit. Eh bien là, là ça tue. De manière très importante. Patrick Pelloux, je pense à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent peut-être en ce moment dans des transports pas forcément climatisés, à des heures de pointe, des heures où il y a un peu plus de monde, où on est un peu plus serré. À quoi on doit faire attention dans des moments pareils? C'est-à-dire il faut penser le matin à prendre sa bouteille d'eau avec soi, oui. Bien sûr. Changer ses schémas de transport. Comment on fait quand on n'a pas le choix? Changer ses schémas de transport, vraiment aérer chez vous, si c'est possible, la nuit, de manière à bien aérer. Parce qu'en plus, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est l'équation qu'il y a entre les canicules et les pollutions atmosphériques. Ça, c'est vraiment la grande interpellation. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur la canicule. Et c'est pour ça que les recherches devraient développer. Je vous posais la question des transports, parce que par exemple, je sais que vous êtes arrivé ce matin en métro. Oui, bien sûr. Dans ce studio. Est-ce que nos transports sont adaptés pour ces vagues de chaleur? Une partie, il y en a qui ont été climatisés. Quand vous êtes dans le métro, vous êtes dans les sous-sols, donc il fait un peu plus frais. Bon, le problème, c'est évidemment la panne, par exemple, du TGV en plein cagnard, etc. Bon, ça c'est beaucoup plus Qu'est-ce qu'on compliqué. Fait si ça arrive? Si ça arrive... On protège les enfants, les personnes âgées? Voilà, alors, pour les enfants, pour les personnes âgées, l'indicateur, en fait, c'est pas très politiquement correct de le dire, mais c'est la réalité. Si vous pissez bien, c'est que ça va. D'accord, l'hydratation se mesure à la durée. C'est comme ça qu'on sait s'il y a des hydratations ou pas. En médecine, c'est comme ça qu'on sait. Quelqu'un qui n'a pas on n'y pense pas forcément au quotidien de dire est-ce que... notamment pour les parents et les jeunes enfants, ça, si vous changez la couche du bébé et qu'elle est sèche, il faut se poser une question et réhydrater tout de suite le bébé. C'est la même chose pour les personnes âgées. Donc, un, c'est l'hydratation. Deux, alors il y a des habitudes. Vous mouillez les t-shirts, vous mettez de l'eau sur vous, vous allez avoir une sensation un peu plus fraîche. Il y a des tas de méthodes
le ventilateur avec un vêtement mouillé, ça rafraîchit. Tout ce qui permet de rafraîchir est bon. Mais il y a vraiment quelque chose par rapport aux personnes à risque et les personnes qui ont des traitements. C'est qui les personnes à risque? Donc les enfants, les personnes âgées, surtout les personnes âgées, les patients chroniques, notamment les patients avec des dialyses, des insuffisants rénaux, des insuffisances cardiaques, avec des diurétiques. Il faut vraiment adapter votre traitement. Donc, contactez votre médecin traitant si vous en avez un, d'accord, de manière à adapter le traitement. C'est vraiment hyper important, et y compris les patients avec des pathologies psychiatriques chroniques et qui prennent des neuroleptiques. Il faut vraiment adapter les doses. Parce que ces médicaments interagissent mal avec la chaleur. Voilà, et on avait eu une surmortalité. Bon, après, ils ont pas voulu faire d'études, donc on a enterré les gens un petit peu vite, sans faire d'autopsie et comprendre pourquoi ils étaient décédés. On n'a pas tiré les leçons de 2003, ça n'a pas été fait? Non, alors c'était une très bonne question, parce qu'en fait, vous apercevez que tous les pays, en fait, on enterre les gens très très vite. Lors de la canicule, on veut pas savoir de quoi ils sont morts et ça fait mauvais genre parce qu'en fait, comme vous allez vous retourner sur l'ensemble de la classe politique en disant vous n'avez pas fait grand-chose pour le réchauffement climatique, eh bien, ils enterrent les morts très vite. Au sein de la classe politique, il y a un débat sur comment est-ce qu'on s'adapte à ces vagues de chaleur. Il y a une proposition, par exemple, du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, Patrick Pelloux. Les Verts proposent un droit de retrait des salariés au-dessus de 33 degrés. Mais non, 33 degrés, on y arrive vite. On y arrive très très vite, et c'est deuxièmement, pas forcément une bonne idée. C'est pas forcément une bonne idée. C'est pas d'arrêter le travail qui va faire baisser le thermomètre. Hein. Bon, et le problème, il est vraiment ailleurs. Et le problème n'est pas de faire des lois contre les salariés et contre le travail. Le problème, c'est d'avoir une politique mondiale pour tenter, s'il en est encore temps, parce que quand on regarde les rapports du GIEC, c'est de plus en plus grave, en fait. Une question comme... Peut-être que certains nous écoutent depuis leur lieu de vacances. La consommation d'alcool. L'alcool le midi, quand il fait chaud, on évite. C'est les vacances. Alors déjà qu'on a un pays qui est quand même très anxio-dépressif, si en plus on leur limite la possibilité de s'amuser, c'est quand même La canicule, ça n'interdit pas l'apéro. Ça n'interdit pas l'apéro et de toute façon, le bonheur est quand même nécessaire. Bon, donc du coup, ça ne veut pas dire que boire rend heureux, mais on comprend la convivialité de chez nous. D'accord ? Bon. Le truc, c'est en fait ne pas être dans un état d'ébriété et aller faire et se mettre en plein soleil. Parce que ça n'aide pas à l'hydratation. Voilà, c'est en fait ce qui se passe avec les sans domicile fixe qui, hélas, meurent plus l'été que l'hiver parce que justement, ils sont en état d'ébriété, ils se mettent en plein soleil, ils font une hyperthermie et ils décèdent. Patrick Pelloux, est-ce que vous voyez déjà arriver du monde dans vos services? Est-ce qu'il y a déjà des patients en plus dans les urgences? Dans le sud de la France, oui, parce que c'est là où vraiment ça commence à monter. Sur Paris, c'est l'été. Voilà. Mais ce qui est à craindre, c'est vraiment que cette vague de chaleur qui est dans le sud de l'Europe monte rapidement. Donc il faut être extrêmement vigilant. Ça aura un effet sur les urgences? Oui, bien sûr, parce que tout arrive aux urgences. Le système de santé est complètement à genoux. Et donc, du coup, il faut bien que les gens se soignent. Une vague de chaleur, c'est forcément plus de monde aux urgences. Oui, forcément beaucoup plus de monde aux urgences parce qu'il y a de moins en moins de médecins qui vont au domicile des gens. Et généralement, les EHPAD sont sous-médicalisés, donc ils envoient aux urgences. Donc, de toute façon, tout le monde arrive aux urgences si les urgences sont ouvertes, puisque cette année encore, c'est quand même un scandale sans nom. On ferme des structures d'urgence un petit peu partout en France. C'est la question que j'allais vous poser. 7 départements en vigilance orange. Est-ce que, Patrick Pelloux, vous pouvez dire ce matin à l'antenne d'RMC et de BFM TV, toutes les personnes qui arrivent seront prises en charge? Oui, avec du temps. Oui, oui, parce que y a des problèmes de personnel mais tout le monde est pris en charge. Mais ce qui est pas normal, si vous voulez, c'est que dans la loi de 2013, chaque Français doit être à 30 minutes d'un service d'urgence. Et pour nous, une structure d'urgence, c'est quelque chose de vers H24. C'est la lumière dans l'ombre de votre vie quand ça va mal et il faut pouvoir venir, quelle que soit la pathologie. On a cassé ce truc-là en disant vous allez téléphoner, on verra. Et surtout, quand vous avez une structure d'urgence qui ferme, c'est les autres qui vont prendre les malades. Et là, il faut écouter ce que disent les personnes, les secouristes, les ambulanciers qui transportent les malades. Au lieu de faire 10 km pour amener dans un service d'urgence, ils font 30-50 km. Et surtout, le malade qui arrive dans une structure d'urgence loin de chez elle, va falloir qu'elle retourne
à son domicile. Et tout ça, ça pose des problèmes et on a déséquilibré l'ensemble du système. Et pourtant, le ministre de la Santé, François Braun, sur ce même plateau, avait promis pas de fermeture sèche cet été. De ce que je comprends, vous dites que ce n'est pas le cas. Ah, c'est raté. Et j'aime beaucoup François Braun, mais c'est complètement raté, là. C'est raté. Ça ferme de tous les côtés et lui dit que c'est moins important que l'an dernier, qu'il y a moins d'engorgement que l'été dernier. Non. C'est-à-dire qu'il est mal informé. C'est les chiffres qui lui remontent des agences régionales de santé. Bien sûr, de son administration, qui veut bien faire, mais si vous voulez, c'est inutile. Il n'a pas les bons chiffres, il n'a pas les bonnes données. Il a les données qu'on lui donne. Nous n'avons pas les mêmes. Mais c'est depuis toujours, ça, de toute façon. Mais le truc, si vous voulez, c'est que, en fait, quand ils ont limité la rémunération qu'on donnait, et il fallait le faire, parce qu'il y avait des abus sur l'intérim. Vous ne pouviez pas payer 10 fois plus. Des intérimaires qui pouvaient gagner 4 000, 5 000 euros en 24 heures pour remplacer, pour pallier les manques. Et voilà. Et puis pendant ce temps-là, vous aviez un médecin hospitalier, vous aviez une infirmière hospitalière qui se disait mais pourquoi lui il est payé des dizaines, 10 fois plus que moi, c'est pas normal. Mais ça fait moins de médecins dans les services. Voilà. Mais ils n'ont pas fait un truc en même temps, c'était de valoriser les métiers et valoriser évidemment d'un point de vue salarial les métiers qui font des gardes. Alors il n'y a pas que les urgentistes, hein. Il y a aussi les chirurgiens, on a une crise de la chirurgie publique qui est énorme, les psychiatres pour les centres médico-psychologiques, etc., qui font de la continuité des soins, etc. Il fallait valoriser les métiers qui font cette permanence des soins. Mais c'est valable aussi pour les médecins de ville qui ont eu déjà des rémunérations, mais il fallait avoir une cohérence sur la permanence de soins. Il manque combien de personnes, Patrick Pelloux, aujourd'hui? On est quoi, sur 20, 30, 40% des effectifs? C'est difficile à dire. Les chiffres sont affolants, en fait. Et pour comprendre ces chiffres et répondre à votre question, il faut regarder à la formation des étudiants. Là, les chiffres sont vraiment terribles. Vous avez à peu près 10%, 10 à 15% selon les facs d'étudiants en médecine qui arrêtent leurs études. Et vous avez 20 à 30% selon les écoles d'infirmières qui arrêtent leurs études. Il va falloir se poser la question sur qui forme les étudiants pour qu'ils arrêtent comme ça. Parce que d'un coup, évidemment, il y a énormément de médecins, et on en connaît, qui arrêtent pour aller vers des métiers plus confortables d'un point de vue travail, notamment la télémédecine. Donc, c'est des nouveaux métiers et des médecins qu'on comprend qu'on ont assez de faire des gardes de nuit, de travailler sans cesse avec pas de lit pour hospitaliser les malades, avec la violence aux urgences, qui est une réalité qui est absolument insupportable quand on vous menace de mort à peu près 3 fois dans la semaine. C'est des choses, vous finissez par lâcher, voyez. Et le personnel lâche et va ailleurs. Et il y a un objectif qui est désengorger les urgences à la fin de l'année prochaine, qui a été fixé par Emmanuel Macron. Si je comprends ce que vous dites qu'on n'y est pas. Non, mais ça, c'est une blague. C'est une blague. Mais bien sûr, c'est une blague. Je pense qu'il a beaucoup d'humour. Et voilà, pourquoi c'est une blague? On n'arrivera pas à désengorger les urgences, vu l'état du système de santé, vu comment... Vous dites que c'est même pas la peine d'essayer, on n'y arrivera pas en un an. Il faut essayer, mais il faut essayer sur le fond, à long terme, c'est-à-dire valoriser les métiers qui font des gardes. Je prends un exemple. On est en faillite sur la chirurgie orthopédique publique. Donc, il faut un grand programme pour la chirurgie publique. On est en faillite sur l'accès aux soins de la psychiatrie d'urgence. Vous dites que ça prendra du temps, ça ne prendra mais ça sera pas en un an. C'est du moyen long terme. Et l'immédiateté comme ça de dire « Hey, en 2024, ça y est, il n'y a plus de problème d'urgence », ça a fait rire tout le monde. Et puis, en face, l'autre urgence pour le gouvernement, si j'ose dire, c'est de résorber la dette. De ce qu'on ne comprend pas, question de toucher à l'hospitalier. Il y a peut-être une piste relative au coût des médicaments, dit le ministre du Budget hier dans Les Échos. Oui, ça, ils ont raison, parce qu'on a perdu toute la souveraineté sur... Il faut dérembourser certains médicaments, peut-être s'orienter vers ceux à plus forte valeur ajoutée. Oui, il faut s'orienter vers une fabrication européenne des médicaments, parce qu'on n'a plus de politique de fabrication européenne des médicaments, donc ça... Premièrement. Mais pour être clair, Patrick Pelloux, c'est-à-dire favoriser les médicaments qui sont fabriqués en Europe par rapport à parce que des vous allez molécules qui diminuer viennent de l'étranger. Et puis surtout, empêcher le lobbying de l'industrie pharmaceutique, qui est l'un des premiers lobbying au niveau du Parlement européen, qui fixe le prix de ces médicaments comme ils veulent, et après, on ferme comme ça. Et autre
piste pour limiter, c'est évidemment ce que nous on a vu fleurir et qui est un scandale sans nom, c'est les boîtes de télémédecine qui envoient les arrêts de travail comme ils ont envie. Vous soutenez le gouvernement quand il dit qu'il faut serrer la vis sur les arrêts de travail qui sont donnés par consultation écoutez, de télémédecine? L'arrêt de travail, c'est quelque chose, on a la chance d'avoir les arrêts de travail en France. 30% de plus en 10 ans, dit Bruno Le Maire. Voilà. Et c'est quelque chose qui permet à des gens de se soigner. Ce n'est pas un confort de vie sociale pour partir en vacances. Donc je pense que là, pour garder les arrêts de travail, parce que sinon, un jour ou l'autre, ils vont commencer à dire qu'il faut les arrêter, il faut vraiment mieux encadrer les choses. Et il y a une différence. 30% de malades en plus. Il y a une différence entre votre médecin traitant, votre médecin spécialiste ou quelqu'un aux urgences qui dit « Ah bah oui, vous êtes fait une entorse de cheville, on va vous arrêter 5 jours pour vous soigner, etc. » Et quelqu'un qui vous a jamais vu, qui travaille dans un pays étranger et qui vous dit « Ça y est, je vous arrête et puis tout va bien, je vous ai pas examiné et je sais pas ce que vous avez, mais je vous arrête. » Ça va pas du tout en fait. Patrick Pelloux, j'ai une dernière question pour vous. Hier, Elisabeth Borne a officialisé l'homicide routier. Parmi la palette de mesures qui a été présentée, il y a aussi celle de devoir passer des examens médicaux si le permis est suspendu et s'il y a une forte présomption d'inaptitude à la conduite liée à un problème médical. Est-ce qu'on saura faire? Est-ce qu'il y a suffisamment de médecins pour réexaminer tous ceux dont on pourrait douter de l'aptitude à conduire? Ça c'est une très bonne question parce que déjà, vous avez 600 000 personnes avec des affections longue durée qui n'ont pas de médecin traitant. Donc, redemander aux médecins de refaire les certificats alors que ça fait des années qu'on leur dit arrêtez de nous demander des certificats d'aptitude pour le sport parce que ça ne sert pas à grand-chose, c'est sûr. Mais il y a une question. Pour les urgentistes comme moi, quand vous allez sur un drame et un accident routier où vous ramassez des cadavres, c'est quelque chose où vous dites, oui, il y a un encadrement à faire beaucoup plus sérieux sur l'aptitude à la conduite. Ça, c'est évident. Il n'y a pas que les voitures, il y a aussi les motos et maintenant, évidemment, les transports propres, d'accord, parce que nous avons une augmentation des 2 roues, des vélos, des trottinettes, ce que vous voulez, etc. Avec des accidents plus graves. Des accidents plus graves où ils n'ont pas de casque et je ne comprends pas pourquoi, puisqu'ils parlent de ça, on ne rend pas obligatoire le casque pour les vélos. Patrick Pelloux, il est 8h53 sur RMC et BFM TV. Merci d'être venu à ce micro ce matin. Merci à vous. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, pas d'interdiction de l'apéro, y compris en période de canicule. Mais on fait attention, bonne journée à vous. Voilà, c'est ça. Et à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent sur RMC et BFM TV.